Cette vallée appartient à un monde disparu, à une époque oubliée. Ici, à la frontière du pays de Galles, 5 spécialistes triés sur le volet exploitent une ferme comme elle l'aurait été il y a près de 400 ans. N'utilisant que les ressources disponibles en l'an 1620, ils y travailleront pendant une année entière, remontant le temps afin de redécouvrir un mode de vie appartenant à un âge révolu. Nous voici en mars. C'est notre 7e mois à la ferme. Un autre jalon important du calendrier agricole approche, les labours de printemps. Et tout comme nous, il y a 400 ans, on aurait travaillé sans ménager sa peine pour préparer la terre. Ici, au potager, il y a énormément à faire. Et dans le champ d'Angle aussi, où nous essayons de transformer une friche en terre cultivable. À l'intérieur, c'est la période de l'année où l'on prépare la bière de mars et je sais qu'il faut qu'on envoie une fournée de grains chez le meunier, sinon nous allons manquer de pain. Il y a 400 ans, le pain était la denrée de base par excellence. Mais sa fabrication était une tâche longue et difficile. La première étape de la transformation du blé en farine, c'est le battage. Cela signifie qu'Alex et Fonds doivent extraire les grains en martelant les épis. Ça devrait suffire. On y va, Fonds? Il y a 400 ans, on utilisait ces instruments pour battre le blé, lui donner une bonne raclée. Au lieu de prendre un simple bâton, on a eu l'idée de mettre une charnière au milieu, ce qui permet d'atteindre des zones beaucoup plus petites. L'autre avantage de la charnière, c'est que la partie supérieure du fléau tombe à plat sur le blé et expulse donc plus de grains. On ne le fait pas à intermittence. On ne bat pas tout d'un coup parce que le grain se conserve mieux sous cette forme qu'en farine. En mars, le temps se réchauffe et Stuart doit remettre le potager en état. Il y a 400 ans, c'était la période la plus occupée de l'année au jardin. Il n'y avait ni rotovateur, ni équipement moderne pour un potager de cette taille. C'était donc le seul moment où les hommes y venaient pour faire le plus gros du bêchage. Le reste de l'année, semer, sarcler et récolter, les femmes peuvent s'en charger, c'est un travail facile. L'année dernière, c'était la planche des choux frisés et d'autres brassicacés. Cette année, nous allons y planter des racines comestibles, des betteraves, des carottes, des oignons, des panais, des navets. En changeant le type de récolte tous les ans, on évite l'apparition de maladies du sol. Et les parasites amateurs de choux vont être perplexes quand ils mordront dans un oignon. C'est aussi le moment de préparer un autre aliment de base du XVIIe siècle, la bière. Ruth et Chloé sont en train d'en fabriquer une variante d'époque particulièrement forte, la bière de mars. Tu vérifies l'eau? Il est nécessaire de brasser à de nombreuses reprises durant l'année, car c'est notre boisson principale. Ça n'est pas juste pour nous saouler le soir. Ce n'était pas encore la révolution industrielle, mais cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas d'industrie. Il y avait de nombreuses papeteries, tanneries, teintureries, tout installées sur des rivières, utilisant l'eau et rejetant leurs effluents dans le courant. Alors, à moins d'avoir sa propre source, l'eau pouvait être assez douteuse et la bière était une boisson sûre. L'eau est à la bonne température. Parfait. Tu verses le malt. Combien tu en veux, un tiers? Oui, je crois. L'ingrédient principal, le malt, est de l'orge germée qu'on se procure en général chez un malteur professionnel. Le dernier. C'est parfait. Après avoir battu le blé pendant plusieurs heures, Alex et Fonds font une pause pour examiner le précieux fruit de leur labeur. Je dégage tout ça. Regardez-moi ça. Il y en a bien une épaisseur d'1 pouce sur la couverture. Dans la cuisine, le mélange de malt et d'eau chaude forme la mèche.
Ça sent drôlement bon, j'adore ça. C'est comme une boisson chocolatée. Délicieux. Au XVIIe siècle, on buvait d'énormes quantités de bière selon les critères modernes, jusqu'à 8 pintes par jour. Mais c'était une bière légère, faiblement alcoolisée. Et c'était une composante majeure de l'alimentation, car ça contient beaucoup de minéraux et de vitamines et pas mal de glucides. C'était donc un élément essentiel du régime. Et le mouvement de tempérance au XIXe siècle a provoqué une grave malnutrition parmi les classes rurales défavorisées en poussant les gens à remplacer la bière par le thé. C'est la première étape du brassage. Ça s'appelle la mèche. L'eau chaude versée sur le malt libère des enzymes qui brisent l'enveloppe du grain. L'amidon s'échappe et le processus de fermentation démarre. Tu m'aides à poser le couvercle? Prête? 1, 2, 3. Parfait. Dehors, Stuart et son fils Alistair sèment des févroles martog, une variété très rare, une petite fève que l'on cultivait il y a des siècles. Il est important de les semer début mars. C'est le moment idéal parce qu'il y a moins de risques qu'elles aient des pucerons noirs. À l'époque, il n'y avait pas d'insecticides, bien sûr. On ne pouvait pas pulvériser comme aujourd'hui en cas de problème. Alors, on les sème tôt, tant que les gelées travaillent pour nous. Elles sont très rustiques. On pouvait compter sur les prédateurs naturels, comme les coccinelles, pour limiter le nombre de parasites. Mais dans les classes supérieures, dans les jardins de fleurs si précieux, on utilisait des produits chimiques. Nous avons trouvé une référence à l'un d'eux, l'or-piment, et après des recherches considérables, nous avons découvert que c'était un trisulfure d'arsenic. On a donc tout intérêt à laver ces choux s'ils viennent d'un potager de la Haute. Mais ici, il suffit de ne pas se coincer une coccinelle entre les dents. À la fin d'une dure journée, l'équipe décide de se détendre en jouant à des jeux de société populaires du temps des Stuarts. Si tu as de la chance, tu prends la mise. Et ma chance, c'est le 7. S'il perd, vous partagez à vous trois? Oui, Bien. il faut que je fasse 7. Ça m'ennuie de vous le dire, mais c'est un 7. Non, c'est impossible. Il existe de nombreux jeux de dés en dehors de celui-ci. Bien qu'il soit très dangereux, on peut tout perdre à ce jeu. Hasard est son nom et hasard est sa nature. Il y a un livre merveilleux écrit par un certain Sturt qui date du début du 19e siècle en fait, mais il a rassemblé tous ces anciens jeux, des références et des preuves de ce qui se jouait et quand. Il y a une citation géniale. Cet art est la mère du mensonge, du parjure, du vol, de la dispute, de l'injure, de l'assassinat. Une invention des démons de l'enfer. Et je crois que c'est assez juste, car si on étudie les cas de morts suspectes dans les registres des médecins légistes, les bagarres dans les débits de bière à cause de l'alcool et des jeux sont très fréquentes. Toi d'abord? Je fais déjà le curage demain, à cause de ma mauvaise passe. J'irai en 3e. Je n'ai que 2, c'est pas juste. Je veux un 6. On y va. Qu'est-ce qu'il me faut? Un 6? Tu ne peux pas faire 8, c'est sûr. J'ai fait 8. Ça c'est un 3 et ça un 5. Je gagne. Contemple et pleure, Fonzie. Contemple et pleure. C'est toi qui cures quand même. J'y survivrai. Une nouvelle journée commence. Alex et Fonz vont essayer de transformer le blé battu. Ils doivent séparer le grain de son enveloppe, la balle. La technique que nous utilisons est celle du vannage. Vous voyez comment ça se passe? Je fais tomber tout le grain. Oui, mais ça va parce qu'il tombe sur les couvertures, pas de problème. L'idée, c'est de jeter le blé en l'air et de compter sur le vent pour qu'il emporte la balle. Comment ça va? La balle est au-dessus du grain. Il faudra un peu de vent. Ça serait pas ta technique, Fonz?
Ça se sépare ici aussi. Si on enlevait ça, regardez toute la balle qui est au-dessus. Dans la cuisine, Ruth et Chloé continuent à s'occuper de la bière de Mars. Le brassage prend au moins 1 mois. Elles ont filtré le malt. La prochaine étape consiste à ajouter le houblon qui donne son goût amer à la bière, contrairement à l'aile sucrée de l'époque. Le houblon agit comme un conservateur. Si on fait de la bière, elle se conservera pendant des semaines, des mois même. Mais si on fait de l'aile, elle ne se gardera qu'une quinzaine de jours tout au plus. L'odeur est différente. C'est vrai, ça change vite. À l'époque, il y a encore un fossé entre l'aile, qui est brassée principalement à la maison, par les femmes, en petites quantités, dans des petites cuves, et la bière, brassée principalement mais pas exclusivement par les hommes et à des fins commerciales. Il faut faire bouillir le houblon 1 heure, puis on ajoutera de la levure avant de transvaser le mélange dans des cuves pour la fermentation. Dehors, dans le soleil printanier, le vannage se poursuit. Après des heures de pratique, la technique de Fonds semble presque parfaite. C'est une réplique des paniers de l'époque. Visiblement, il y a un sens. C'est plus plat au bout, ce qui permet de rattraper le grain par là, et de le faire tournoyer, et aussi de faire s'envoler la balle. On en a vu des représentations dans des tableaux de l'époque. Il fallait juste qu'on affine notre technique. On a essayé de tourner le panier dans l'autre sens, mais ce qui était difficile, c'était de le faire tourner en le projetant vers le haut, sans en balancer dans toute la cour. Ça va? Il n'y a que du grain. Ok. Super. Ce mois-ci, la vallée accueille de nouveaux résidents. Comme cela se faisait au printemps, ils ont acheté des porcelets Tamworth, cette race issue d'un croisement de sangliers, la plus proche des porcs de l'époque. Ils sont à peine sevrés, juste assez âgés pour quitter leur mère. Ils ont quelques mois et ce ne sont pas toutes les fermes qui auraient gardé une truie durant l'hiver. C'était une dépense supplémentaire. Ils vont engraisser au cours des prochains mois et pendant l'été, ils convertiront tous nos déchets en viande comestible pour l'automne. Mais à court terme, ils vont nous être encore plus utiles. On va les envoyer dans le champ d'angle où ils vont déraciner tous les ronciers, arracher les fougères et piétiner les jeunes plants. Et non seulement ils vont nous aider à nettoyer le sol, mais leurs excréments vont améliorer la fertilité de la terre, ce qui nous a coûté beaucoup d'efforts ces dernières semaines. Ruth et Chloé se préparent à un petit voyage avec Blackthorn. Elles vont apporter au moulin le grain qu'Alex et Fonds viennent de vanner. Sans charrette, elles installent le bât traditionnel. Certains utilisaient des moulins manuels ou des petites meules pour moudre de petites quantités de farine, d'où l'expression « être moulu de fatigue ». Mais la plupart la portaient au meunier. Un peu plus par là, un peu plus. À tout à l'heure, amusez-vous bien. Je prends le filet à foin? Oui. Tu pourras mâcher, madame. Du côté de la porcherie, il est temps pour les porcelets de gagner leur pain en fourrageant dans le champ d'angle. Les garçons ont fabriqué des jougs pour cochons qu'on utilisait il y a 4 siècles. Malheureusement, personne ne sait exactement à quoi ils ressemblaient. Premier round pour les cochons. Deuxième round. Vas-y, Fonzie. Un bon direct. Nous savons, grâce aux textes de l'époque sur l'agriculture, qu'on utilisait des jougs. Les cochons sont souvent en liberté dans la cour et s'ils trouvent une haie, comme ce sont des animaux des bois en forme de torpille, ils se faufilent dans n'importe quelle brèche.
Ils crient vraiment très fort. Il faut juste essayer de les ignorer. Les porcs crient toujours beaucoup quand on les touche, c'est leur manière d'être. Mais en fait, ils sont bien moins stressés que d'autres animaux, comme les agneaux, dont il faut écourter le temps de manipulation, sinon ils ont des palpitations. Eux, ils sont bâtis comme des chars. Presque fini, petit gars. C'est un cochon en très bonne santé qui a un cri tout à fait standard. L'idée, c'est d'empêcher le cochon de creuser sous les haies mortes que nous avons posées et de sortir de l'enclos. La fourche qui descend fait que s'il baisse la tête, il ne peut pas passer. Et dans l'idéal, le manche, au-dessus, l'empêche de passer entre les barres. Enfin, pour le moment, on fait des expériences. Espérons que ça va marcher. C'est une vraie bagarre. Numéro 2 ? Je suppose, numéro 2. Pour moudre leurs grains, Rousse et Chloé sont venus au musée de la vie galloise, où un moulin à eau semblable à ceux de l'époque fonctionne toujours. Geraint Thomas, notre spécialiste en meunerie, va transformer le grain battu en farine. Tout d'abord, on attache le sac à cette chaîne, puis on le hisse tout en haut du moulin pour commencer le processus. Chaque sac fait 112 livres, soit 50 kilos, et bien que la roue le soulève, il faut tirer fort sur la corde pour le monter au premier étage. Dans le champ d'angle, on prépare une zone de friche pour la récolte de pois de printemps. Mais le sol est étouffé par un entrelac de racines de fougères. Les porcelets affamés devraient apporter la solution. Malheureusement, il y a eu un problème avec les jougs. Nous savons qu'il y avait des jougs pour les porcs il y a 4 siècles. Malheureusement, nous ne savons pas exactement comment ils étaient faits. Et ceux que nous leur avons mis sont tout à fait expérimentaux. Ça n'a pas marché. Ils sont tombés et nous n'avons plus qu'à espérer qu'ils se contenteront de manger et de rester là. On revient aux anciennes traditions des porchers. Quelqu'un va les surveiller pour qu'ils n'aillent pas se balader dans un pâturage et qu'ils ne détruisent pas les herbages. Bon, ils sont contents. Le fonctionnement d'un moulin à eau est basé sur la gravité. Le blé étant à l'étage, il peut commencer son voyage vers les meules actionnées par la force de l'eau qui en feront de la farine à pain. Le régime d'une famille des années 1600 était sensiblement différent d'une autre. En général, ils mangeaient beaucoup plus de pain comme fibre. Depuis la période normande, les minoteries étaient une source de revenus essentielle pour le gouvernement. Une taxe était perçue sur chaque sac de grains moulus. En l'an 1400, il y avait un chef gallois nommé Owen Glendower. La première chose qu'il a faite, ça a été de détruire les moulins anglais. Il savait que ça porterait un coup sévère aux revenus des propriétaires terriens. Une fois broyée par les meules, la farine s'écoule dans les trémies placés dessous. J'adore le fait que ça rentre si vite et que ça sorte si lentement. C'est une mouture vraiment très fine.
C'est agréable de savoir que c'est notre propre farine cette fois-ci. C'est un sentiment très gratifiant. Il faut la plus énorme quantité de travail, de réflexion et d'effort juste pour produire une chose aussi élémentaire. Un aliment vital. On peut distinguer le blé qui s'écoule. Il roule entre mes doigts et qui descend entre les meules. Il tombe dans le yard de la meule supérieure qui tourne. La meule inférieure est fixe, mais l'espace entre les deux s'amenuise vers les bords, là où les grains sont moulus. La farine est projetée de manière centrifuge vers les bords, puis tombe plus bas. C'est de la farine complète. Le processus peut sembler lent selon les critères modernes, mais comparé à la mouture manuelle, les moulins économisaient un temps de travail vital. Je pourrais produire quelque chose comme 200 kilos par jour, alors qu'avec un moulin manuel, il me faudrait 1 heure pour obtenir assez de farine pour une miche. Ça va environ 33 fois plus vite. On s'imagine souvent que soulever des sacs et aller au moulin étaient des travaux masculins, mais les femmes faisaient aussi pas mal de grosses besognes. En Angleterre et au Pays de Galles, c'était elles qui faisaient quotidiennement les marchés pour acheter et vendre les produits domestiques. Et les étrangers trouvaient ça très inhabituel. Sur le continent, les femmes n'avaient pas autant de liberté. Le lendemain, Stuart se met à la cuisine dès le petit matin. Nous sommes encore au milieu du carême et comme leurs ancêtres il y a 400 ans, ils se passent de viande. Le repas d'aujourd'hui est à base de poisson, avec de la morue salée, des gâteaux aux œufs et aux poires, avec les dernières poires tendres de la fin de l'hiver, et les quelques légumes que nous trouvons au jardin, des poireaux, des oignons dont nous avons une provision, et il reste quelques bouquets d'herbes séchées. Je vais utiliser une braisière, un brasero à charbon de bois troué dans le fond, ce qui permet à la cendre de tomber et à l'air de circuler. Pour l'allumer, il me faut des braises bien rouges. La braisière était un ustensile de cuisine courant au XVIIe siècle, idéal pour faire frémir doucement le poisson. La morue salée était un aliment durable et léger, facile à transporter jusqu'aux fermes des collines et qu'on se procurait à bon marché dans les ports de la côte ouest en particulier. Sur la côte est, c'était plutôt le hareng, mais ça venait d'endroits comme Bristol. C'est dur comme du bois. On la fait cuire au verjus, un vinaigre de pomme sauvage qui n'a pas juste un goût acide comme le vinaigre ordinaire, mais une certaine âpreté. Si vous avez déjà mordu dans une pomme sauvage, vous connaissez cette sensation. Et voilà, ça va mijoter. Ça va cuire tout doucement, 1 heure ou 2. Je parsème d'un peu de romarin et je laisse chauffer. Mon prochain plat, c'est le dessert aux poires et aux œufs. Ce sont les dernières Black Worcester. Elles ne se garderont pas plus longtemps. Il faut les faire tremper dans la bière, ce qui, vous l'imaginez, va rehausser leur parfum. Nous suivons une recette des années 1600 qui doit sembler inhabituelle aux oreilles modernes, parce que c'est un mélange d'ingrédients sucrés, les poires, avec des ingrédients salés, ici des œufs. Mais à l'époque, il était très courant de mélanger des fruits et de la viande ou des ingrédients salés. Je verse de l'âle. Comme c'est de l'âle et non de la bière, il n'y a pas de houblon, c'est beaucoup moins amer. Voilà, on va les laisser mariner. Amener les animaux dans le champ d'angle pendant quelques mois a permis de le nettoyer. Mais maintenant qu'avril est presque arrivé, il va falloir se retrousser les manches pour accélérer les choses. Le boulot consiste à creuser profondément pour déterrer les racines de fougères qui remontent presque jusqu'à la surface.
Il y en a là. Vous voyez la densité de ces trucs? À certains endroits, ça forme presque un tapis. Le matin, quand je me lève, j'ai les épaules complètement raides. C'est un gros effort de se convaincre de revenir au champ d'angle. Ça n'en finit pas. C'est le premier boulot qui a bien failli nous casser complètement. On creuse non-stop tous les jours. À l'intérieur, la morue mijote doucement sur la braisière. Maintenant, il faut que je sorte le jaune des œufs durs. On n'aurait pas pu faire cette recette au milieu de l'hiver, car les poules ferment boutique pendant environ 3 mois et arrêtent de pondre. Mais elles ont recommencé il y a 2 semaines. Pour faire le mélange de poire et d'œufs, les jaunes doivent être broyés au mortier. Puis on ajoute une cuillère de crème et quelques noisettes croquantes. On incorpore les poires avec une cuillerée de miel, puis on laisse mijoter sur le feu. Dans la laiterie, la bière de Mars des filles a fermenté tout le mois. Elle est presque bonne à boire. Le plat de résistance du jour était connu sous le nom de potage de Drousom, à base de flocons d'avoine. Mais c'est de l'avoine broyée très grossièrement. On voit encore les grains. Ce n'est pas comme l'avoine à porridge moderne, qui est écrasée entre d'énormes rouleaux d'acier. Le deuxième ingrédient est entièrement gratuit. C'est le dépôt laissé au fond des barils de bière. C'est très nutritif, tout en étant bon marché. Ça contient toutes les merveilleuses vitamines B dont on fait la pub sur les pots de Marmite. C'est exactement la même chose. Il ne reste plus qu'à faire mijoter une demi-heure sur le feu. C'était très physique ce matin. Très. Le battage, le vannage. Je ne pensais pas que le battage et le bavanage... Le banage... Combien de bières tu as bu? Trop. Mangez pendant que c'est chaud. Le mois s'est bien passé dans la vallée. Le potager est ensemencé, le champ d'angle prêt pour les plantations et une bonne quantité de farine est en réserve. L'équipe peut se détendre et apprécier une gorgée de bière maison extra forte, bien méritée. T'en fais une tête. C'est du poisson. C'est du poisson et c'est très salé. C'est comme ça le poisson. On dirait un peu de chewing-gum au poisson. On a beau le mâcher longtemps, il est toujours là. Stuart, personne ne t'a dit que le reste de la famille ne venait pas souper? Je mâche toujours. Le vinaigre commence à ressortir, mais... Non, désolé. C'est dur. On comprend pourquoi ils attendaient le printemps avec impatience. Pour nos spécialistes, l'hiver est enfin terminé. Les premières fleurs, des journées plus longues, une saison plus douce les attendent. La prochaine fois, avril réchauffera la vallée. C'est l'heure du grand ménage de printemps. De reconstruire un mur de pierre sèche et d'une naissance à la ferme, un petit veau.